Le premier meeting de Gabriel Attal. Vous ne l'avez pas manqué, j'imagine que plutôt que de regarder la finale de la Ligue des Champions chez vous avec des amis, vous vous êtes dit: «Je vais aller le regarder avec Valérie Hayé, Castaner et puis Gabriel Attal», au meeting de Gabriel Attal, parce que c'était ce qui était proposé. C'était donc le 30 mai, le jour de cette finale, le jour aussi du game 7 entre les Spurs et le Thunder, le jour aussi du match où malheureusement, Moïse Kouamé a perdu. Enfin voilà, c'était un grand jour pour la France, notamment grâce à ce meeting de Gabriel Attal. Alors il a fait quelques annonces, bon, on s'y attendait, mais il continue un petit peu de creuser, en essayant d'aller chercher, je pense, l'électorat Édouard Philippe, au lieu de faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire d'aller chercher l'électorat du PS. Et bon, on va pouvoir analyser tout ça et puis on va voir aussi qui sont ses soutiens et vous allez voir que ça va vous étonner. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à regarder du Gabi? Bah moi j'aime bien Gabriel Attal. J'ai un petit problème, on va le voir dans la récapitule, ils vont le comparer beaucoup à Emmanuel Macron. Moi j'ai un petit souci, c'est que j'ai du mal à le différencier de Bardella de plus en plus, tu vois. Enfin je sais pas, c'est le côté jeune, libéral, pro-retraite, par capitalisation, on va en parler, mais je crois vraiment qu'il va y avoir un vrai duel Bardella-Attal. On va voir jusqu'où Attal va aller, parce que moi je pense qu'il ira pas au bout. Je pense qu'il a très très peu de capacité, tu vois, à aller chercher le bloc central. Il est pas assez à droite, il est trop macroniste, enfin il a plein de défauts. Mais il peut aider Bardella dans un truc, c'est le côté, tu sais, très jeune, trentenaire, on peut être président 30 ans, tu vois. Donc la question c'est, est-ce qu'ils vont pas s'entraîner dans la chute l'un de l'autre? Tu vois, le côté, le duo des jeunes, je sais pas, en tout cas il va jouer quelque chose autour d'eux. Et pour le coup, Bardella risque lui de se faire avoir, parce que je pense qu'il court sur les terres d'Attal. Il y a plusieurs personnes qui le poussent à faire ça sur les terres du libéralisme de droite, relancer l'économie par l'offre, baisser les impôts, baisser les cotisations, résorber la dette et tout. Ça va être très difficile de les différencier, donc c'est intéressant le démarrage de la campagne d'Attal qui fait n'importe quoi et qui recrée un espace libéral de droite entre, je sais pas quoi, entre le macronisme et puis le RN. Donc ouais, je suis chaud pour regarder ça parce que ça va donner des lignes pour la campagne, quoi. Ouais et puis, on va se rendre compte quand même que, on a des jeunes qui ont des solutions de vieux et on a un vieux qui a des solutions de jeunes. C'est-à-dire qu'on a un vieux qui propose la 6e République, la mise en avant de la nouvelle France, la rupture avec le néolibéralisme, donc des trucs un peu jeunes et puis on a des jeunes qui nous proposent ce qu'a fait, la France depuis, les années 70-80, il y a trop de charges, la dette, on peut rien faire contre les délocalisations, blablabla. C'est vraiment catastrophique, hein. Mais c'est ça qui est pas mal, c'est justement cette idée de... on n'a pas les idées de notre génération. On a les idées de la génération qui nous porte, quoi, dont on se fait le porte-parole. Et effectivement, quand t'es Mélenchon, bah, t'es porté par une nouvelle génération. Des gens plus jeunes, plus racisés, ce qu'on appelle les classes ascendantes, là, un sujet beaucoup plus révolutionnaire qui ne peut pas se contenter du monde tel qu'il est. Alors que quand t'es intégré dans un parti politique, comme Renaissance, t'es porté par une génération de gens extrêmement conservateurs, plutôt vieux, qui veulent que tout change pour que rien ne change. C'est vraiment ça, Je me rappelle Macron, des tu photos vois. des jeunes avec Macron, où les jeunes avec Ouais. Macron, ils ont 45 ans, tu sais. Ils ont des cheveux Bah blancs, les là, jeunes avec Macron. tu vas voir, ils ont dû s'en rendre compte, parce que je suis sur l'image, ils ont 12 ans. Mais... Ouais, mais... c'est ça, ouais, ils ont fait venir, je pense, tu sais, pour chanter au début, la chorale de je sais pas quoi, des enfants de 12 ans, tu sais. Puis ils les ont mis devant et puis restez un petit peu. Mais je crois que comme Attal fait très juvénile, tu vois, ils se sont dit non, mais si on met des mecs de 30 ans, on dirait qu'ils sont déjà plus vieux que lui, c'est bizarre. Et donc ils ont dû mettre des gens de 12 ans. Et donc il y a cet effet de génération, c'est-à-dire, t'es le porte-parole de quelle génération? Parce que la génération est, quand on l'analyse bien, est une matérialité réelle, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment un dispositif au croisement du politique et du matériel. Du matériel parce que c'est là que ça s'incarne sur les crises de classe, etc. Et du politique, parce que qui fait la politique à la fin, comme dirait Marx, à la fin, ce sont les hommes qui font l'histoire, bah, ce sont des gens, des individus réels, voilà. Et à l'intérieur d'une classe en crise, quand on va prendre par exemple, je sais pas, les ouvriers, ou même maintenant les professions intermédiaires qui sont comprimées, empêchées, exploitées, tu vois, les cadres moyens, les professions intermédiaires, les techniciens, là, qui font cette nouvelle France, bah effectivement, quand vous êtes un cadre de 50 ans, vous avez déjà un petit peu plus de capital, votre prêt il est remboursé, et le même métier de quelqu'un de 25 ans qui vient d'arriver, vous pouvez dire bah c'est la même classe sociale. Mais politiquement, les deux personnes ne sont pas amenées à faire la même chose. Quand vous avez 50 ans, que vous avez quasiment remboursé votre prêt et que vous vous dites allez si je gère bien,
je pars à la retraite, mais avec ce que j'ai mis de côté, ça va le faire, quoi, à 60 ans, et Ouais. bas les couilles, tu vois, bas les couilles de la politique, tu vois, bas les couilles de tenter Puis des attends, trucs. quand tu as 50 ans et que tu as pu acheter à 25 ans, tu as acheté en 2001, tu vois, bah, les prix de l'immobilier n'étaient pas les mêmes. Donc, du coup, tu as fait un bénéfice comme si tu avais spéculé sur de l'immobilier. Sauf qu'en réalité, tu n'as pas spéculé forcément exprès, tu vois, tu as juste acheté ta résidence principale. Mais si ça se trouve, tu as acheté une résidence principale à 180 000 euros à l'époque. Et en fait, tu vas peut-être la vendre 330 000. Tu as fait un peu de travaux ou je sais pas quoi, même tu la vends 350 000. Et en fait, bah, les générations qui gagnent le même salaire que toi quasiment parce que le salaire n'a pas doublé depuis 2001 pour ces classes-là, bah, elles peuvent pas s'acheter ta baraque à 350 000, tu vois. Donc du coup, il y a vraiment une différence de patrimoine entre ces gens qui est liée aussi à un aspect générationnel, quoi. Bah oui, c'est ça. Et donc, tu as des gens qui peuvent attendre que le temps passe, pendant que d'autres ne peuvent pas attendre que le temps passe. Et là, du coup, on a les effets de génération, c'est-à-dire que vous avez des gens de la même classe qui, probablement ou pas, ont le même problème de leur classe, la paupérisation, voilà, mais ne veulent pas y répondre de la même manière. Et donc, on a des porte-paroles de ces classes-là et des débouchés politiques. Et comme tu le disais tout à l'heure, bah, on a un Ah, puis débouché attends, c'est les acquis sociaux du salariat qui font qu'ils ne ressentent pas les mêmes choses. Parce que tu dis ils ont les mêmes problèmes. Mais en fait, c'est même pas si vrai que ça. Parce que les acquis, les conquis même sociaux du salariat créent un empêchement de la paupérisation de certaines couches du salariat qui sont un peu plus vieilles parce qu'elles ont accédé à des CDI bien payés. Et du coup, si tu veux un ingénieur qui va avoir signé un CDI quand sa boîte fonctionnait bien, je sais pas, en 2005 ou un truc comme ça, qui va avoir signé un CDI, 3000 balles net, tu vois? Bah, même si les prochains, là, en 2025, les mêmes ingénieurs, ils signent des CDI à 2002, bah, lui, il subit pas cette paupérisation, si tu veux. Il voit les gens autour de lui et les nouveaux arrivants subir la paupérisation que lui ne subit pas. Alors, il l'a subi évidemment par le prix, de la vie et tout ça, mais c'est quand même pas pareil, tu vois? Et c'est grâce au CDI, tu vois? Ce serait à la tâche. Tout le monde subirait la même paupérisation. La tâche serait moins payée qu'avant pour tout le monde. Mais en fait, les conquis sociaux font des différences de génération. Et c'est à la fois critiquable, mais ce qui est critiquable, c'est que tout le monde n'ait pas ses conquis sociaux. Surtout, c'est pas le fait que le mec qui a signé en 2005 garde son salaire. Ça, c'est très bien. C'est très bien ce que tu dis parce que c'est là où on voit qu'en fait, à la fin, les structures sociales, ça reste que des individus qui les portent. Il y a deux écueils. Soit ce qu'on disait tout à l'heure, et ça c'est un peu du marxisme dialectique là pour les gens, écoutez bien. Soit vous vous dites, bah non, en fait, il y a que des questions de classe, et en fait, la génération, ça compte pas, et ce que tout vous a dit pas dû, etc., c'est bidon, en fait, le capital exploite les cadres, comme il exploite les ouvriers de la même manière. Ce qui est vrai, Ok, filoche. tu vois ce que je veux dire? Même si vous prenez même pas tous les salariés, mais tu vois, genre juste les cadres là dont on a parlé, ou les techniciens là. C'est vrai, le capital, lui, s'en fout. Ce qu'il veut, c'est à la fin augmenter sa plus-value. Il fait pas la différence entre Christian, machin, tout ça. Mais tout ça, c'est encore très abstrait. À la fin, une fois qu'il y a ces tendances-là générales, qui sont vraies, mais qui sont encore abstraites et générales, il faut qu'elles se concrétisent. Et pour qu'elles se concrétisent, bah, il faut des acteurs de cette histoire-là, des individus qui fassent ça. Et pour que ça se concrétise, bah oui, c'est compliqué d'enlever à Christian, c'est interdit de lui enlever du salaire. Donc ce qui va se passer, c'est que Inès ou Hamza, qui va lui avoir son dernier diplôme, bah, il va arriver, comme tu dis, avec moins de conquis, avec un salaire plus bas, et du coup, il va payer la paupérisation des cadres, tu vois ce que je veux dire, sur sa génération. La bêtise inverse, ce serait, tu sais, de faire du Salomé Saké, là. De dire, ah, mais en fait, c'est Christian qui exploite Hamza ou Inès, ou tu vois. Non, en fait, C'est lui-même... pas ce qu'elle dit, mais oui, Non, non, mais... c'est-à-dire une guerre de génération plutôt qu'une guerre de classe. Exactement, tu vois, l'inverse de dire, ah, en fait, être trop centré sur l'incarnation. Non, il faut articuler les deux en montrant que ces effets de matérialité, c'est-à-dire la façon dont les acteurs vont devoir choisir, donner un salaire, comment les RH vont se comporter, comment ils vont trier les gens, etc., sont dus à des problèmes matériels fondamentaux, que là, seul le matérialisme dialectique, la classe, le marxisme peut expliquer, mais que tous les comportements de groupe à l'intérieur de ça pour incarner les solutions du capital, racisme, sexisme, l'âge, vont être incarnés par des individus et vont créer des conflits. Voilà. On n'a pas de conflit de classe, on a un rapport d'exploitation, on a une dissymétrie. Mais à la fin, ces dissymétries-là et les problèmes doivent se résoudre par des conflits et effectivement, comme tu dis, bah oui, tu vas en avoir des 50 ans qui, eux, vont se camper sur leurs acquis, s'inventer qu'ils les méritent, alors qu'en fait... s'inventer qu'ils les méritent, que les nouveaux ingénieurs, c'est plus ce que c'était. C'est ça, tu vois. Hamza, lui, il a eu son diplôme dans une Parce petite que... surprise, alors qu'à son époque, Et- le bac était plus dur. Et tout ça,
c'est très intéressant, c'est des processus d'équilibrage mental. Quand on vous parle de structure mentale, c'est hyper important. Parce que pourquoi ? Parce que les gens sont toujours à peu près de bonne foi. Comme dit Marx, ce sont des... Moi, des j'appelle ça amis- la post-rationalisation. C'est-à-dire qu'à Ouais, posteriori, les mecs viennent s'expliquer qu'en fait, ils avaient raison depuis le début de profiter plus que les autres. C'est vraiment... est-ce que cette post-rationalisation n'est pas finalement la seule et vraie rationalisation sociale, tu Oui, vois ? si, si. C'est-à-dire cet équilibrage mental que tu fais parce que tout le monde est plutôt de bonne foi et veut que le monde aille bien. Il y a personne qui se lève le matin et qui dit putain, il y a trop de bonheur dans le monde, ça va pas, tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde essaye d'avoir les bonnes solutions et être bonne foi. Et donc effectivement, c'est compliqué pour Christian ou Muriel de se dire ouais, en fait, j'ai juste eu de la chatte parce que j'ai eu mon diplôme d'HEC au bon moment, tu vois. Et les gamins qui sont là, bah, ils vont manger pour ma gueule, mais moi, je m'en tape, je tiens 10 ans jusqu'à ma retraite, tu vois. C'est compliqué de vivre comme ça, faut être hyper cynique, il y en a hein, sûrement, mais voilà, mais c'est pas la masse, quoi. Donc, il y a des processus de débouchés politiques, comme tu dis, de post-rationalisation, de rationalisation consciente, de bah non, les jeunes, leur diplôme, c'est moins bien, et puis ils sont mal formés, et puis nous, à l'époque, on avait des chefs plus durs, et puis nous, il s'agissait pas de partir à 17h30 parce qu'on nous disait bon après-midi, tu vois, enfin bref, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, à la fin, bah, t'as des débouchés politiques qui, là, ne recouvrent plus les dynamiques de classe, vont recouvrir beaucoup plus ce qu'on disait tout à l'heure, les mentalités politiques. Donc tout le travail, nous, des marxistes, c'est justement de dire bah, comment on fait en sorte de aligner les problèmes de classe et les problèmes politiques. Voilà ce que le monde politique peut les séparer. Et pour revenir à ce qu'on disait, ça fait quand même une bonne intro d'un quart d'heure, mais ça c'est notre spécialité quand on est tous les deux. Quand on revient justement au concret, et ben effectivement, on a des gens qui sont insérés dans des partis, à des endroits, c'est pour leur biographie, ça sert à rien de leur en faire, qui sont très jeunes, mais qui portent la voix de générations beaucoup plus âgées, et d'autres qui sont très vieux et qui vont porter la voix de générations beaucoup plus jeunes. Et ça fait ce qu'on avait, c'est-à-dire un vieux avec des idées jeunes comme Mélenchon et un jeune avec des idées vieux comme Attal. Ça va aussi, je pense, ça doit être quelque chose à interroger, je pense, dans la campagne. Ça peut être très intéressant. Alors on y va ? Alors là, c'est du coup ce fameux premier événement de Gabriel Attal le 30 mai. Il va nous annoncer certaines de ses résolutions de son programme. Nous réformerons les retraites en changeant radicalement notre système. Oh là 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 là, la boucle. C'est une boucle. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. C'est insupportable. Le mec était déjà au pouvoir depuis 10 ans. Le mec était pas né. Le mec était pas né. Les gens disaient ça. C'est vraiment... Ça, pour le coup, c'est un truc, il faut arriver à le tuer. Pas Gabriel Attal, je dis ça pour les avocats qui regardent la vidéo. On parle pas de Gabriel Attal. Non, pas Gabriel. Non, mais l'idée de... Il faut arriver à arracher... Bah, pour le coup, il faut arriver à arracher la génération, là, qui sont des ouvriers, retraités, des gens, à ces discours-là. Ça va être un vrai effet de capter des retraités pour quelqu'un comme Mélenchon et tout. Donc les gens qui sont militants, il faut vous convaincre vos vieux, vos grands-parents. Moi je pense, ça sert même à rien de les convaincre. Prenez leur procuration, vous dites papy, mamie, c'est quand même, y a des marches pour aller à la mairie, pour aller au bureau de vote. Je vais y aller à ta place, ça va bien se passer. Oui, t'inquiète pas, je voterai pour Gabriel Attal comme tu me l'as demandé. Voilà, y a pas de problème. Pour moi, c'est la meilleure stratégie. Ça sert à rien de faire différemment. Mais... c'est une stratégie 100%, tu vois. C'est comme jouer au poker et connaître les cartes de l'autre, tu vois. C'est ça. Pour moi, là, t'es sûr de gagner. Tu vois, t'as pas besoin d'apprendre à bien jouer forcément. C'est ça, tu vois, tu perds moins de temps que d'essayer de convaincre et tout. Voilà, bon. Mais vous pouvez faire une autre façon en essayant de convaincre et tout. Et il faut arriver à arracher les anciens en disant mais en fait, ce qu'il va falloir faire si vous voulez maintenir votre retraite, c'est pas passer par le capital, parce que c'est ça qu'ils nous vendent. Ce qu'il va falloir faire, c'est passer par le travail généralisé. C'est-à-dire le fait de sortir de la pressuration, de la crise bourgeoise et de faire en sorte qu'on retrouve tous du travail, que ce travail soit mieux partagé, 32 heures, 4 jours, une journée en plus qui permettra aussi d'être aidant pour nos seniors et tout. Et donc, c'est de rappeler la solidarité réelle qu'est la retraite. La retraite, c'est pas de la capitalisation ou de la thésaurisation. Il y a même des gens qui pensent que le système de retraite actuel, c'est de la thésaurisation. Tu sais, le fameux « j'ai cotisé ». Tu sais, genre, j'ai mis de côté. Mais c'est pas ça, le truc. C'est quand tu cotises, t'as rien mis de côté. T'as juste acquis des droits au fait que des gens qui travaillent en ce moment puissent payer pour toi pendant que t'es à la retraite, parce que toi, t'as prouvé que quand t'étais travailleur, tu payais pour des retraités. C'est juste ça, les trimestres, voilà. Mais tu vois, il y a toute cette travail-là de dire comment on refait solidarité, Nouvelle-France et tout. Et donc, ça va être un point clé, je pense, pas
de proposer la retraite à 60 ans. Je pense qu'on s'en fout, en fait. Et ça, c'est même les aider, en fait, nos adversaires, de dire retraite à 60 ans. Il faut la faire, hein. Moi, je peux même la faire à 55, c'est pas le problème, mais il faut la faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est de se dire comment cette retraite est même pas financée, comment elle est concrétisée. Est-ce qu'elle est faite par la concurrence, chacun sa gueule, ou est-ce qu'elle est faite par la solidarité? C'est vraiment là-dessus qu'un Mélenchon peut gagner. C'est-à-dire de rappeler aux aînés, aux seniors, que de mettre un monde digne, vivable pour leurs enfants, pour que eux puissent payer pour eux, pour leur retraite, et qu'elles puissent elles-mêmes être dignes, contrairement à la concurrence libérale qui en plus échoue partout que nous propose Attal. Vraiment, il faut... Sur la retraite, il y a un fond, quoi. Il y a une vision de la société générale qui est dans la retraite. C'est pas simplement des années, des cotisations, des trimestres, etc. C'est comment on fait un lien intergénérationnel. Et il faut mettre au cœur même de la pensée de la retraite un lien intergénérationnel, alors que ce que veut faire Attal, c'est de faire de la concurrence individuelle. Et si vous faites ça, vous cassez la tête à Bardella en même temps. Parce que Bardella va venir là-dessus. Et lui qui essaye de dire la France, notre France, nos anciens, nos machins, etc. Bah lui, on va lui dire, mais en fait, vous êtes de ce côté de la concurrence libérale, individuelle, chacun sa gueule, etc. Comme Attal. Vous n'êtes pas pour refaire une société unie, solidaire et intergénérationnelle. Comment tu peux être... T'imagines, t'as 18 ans, t'es au meeting de Gabriel Attal, déjà c'est bizarre, et t'applaudis parce qu'il dit qu'il va casser le système de retraite. Genre, c'est la folie quand même, les gens. Moi, je pense que c'est des acteurs. C'est des gens, ils sont payés. Il y a moyen qu'ils soient payés. Hein. Pour moi, ils sont payés, ils sont castés et tout. Déjà, je sais même pas qui fait ça, tu vois, genre aller au meeting de Gabriel Attal avec un drapeau français, alors comme tu dis qu'il y avait le match du PSG, Roland Garros et tout. Enfin, je veux dire, il y a tellement mieux à faire ce jour-là que d'aller voir le meeting de Gabriel Attal, quoi. Et surtout qu'en plus, ils ont dit oui, on passe le match avant le meeting, mais... je sais pas, j'ai pas envie de regarder le match avec des supporters de Gabriel Attal, tu vois, t'es beaucoup mieux avec tes amis, ou alors si tu veux aller dehors, tu vas dans un stade qui le diffuse avec un grand écran, ou même dans un bar, tu vois, là t'es un peu calé, t'es avec des gens qui aiment le foot et tout, t'es pas avec, encore une fois, Valérie Yeye et Elisabeth Borne. Bon, il n'y a plus Elisabeth Borne, elle s'est barrée, elle a scissionné, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je ne veux pas que le débat de la présidentielle sur les retraites se résume au fait de savoir s'il faut ramener l'âge de départ à 60 ans ou le décaler à 67 ans. C'est plus le débat. Il faut changer le système. Tu vois, et ça c'est bien. Ça c'est bien, tu vois, parce que lui, il arrive et il dit quel système on veut. Bah, venez là-dessus. Arrêtez les trimestres, les machins, etc. De dire, on va d'abord faire de la solidarité. Et même, le truc, c'est même de rappeler, quand vous avez 15% de chômage, vous êtes obligé de faire travailler les gens à 65 ans, 64, voilà. Quand vous avez 8, vous pouvez faire travailler à 62. Et quand demain on sera au plein emploi, vous pouvez faire partir à 50, 58, etc. Parce que c'est ça qui fait la réalité. Et puis même de dire, bah, si en plus les salaires sont supérieurs, bah en fait il y a plus de cotisations. Et donc toute cette intergénérationnalité-là, elle vient par la lutte de classe. On revient à ce qu'on disait dans l'intro. Le problème de classe se transforme souvent pour les gens en problème intergénérationnel, mais de manière dialectique, le problème intergénérationnel se résout par la lutte de classe. Et là c'est ça, c'est de dire, reprenons au capital le pouvoir qu'il a sur le travail, sur qui travaille pas, sortir du validisme, travailler tous, travailler moins, voilà, travailler au bon rythme, travailler de manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Enfin, il y a plein de choses à faire sur cette transformation-là et de dire, bah ouais, en face, on sait ce qu'ils veulent. Voilà, parlez de votre système. Et en fait, là, Attal, il s'engouffre dans une brèche qui est... Déjà, il va tirer Bardella, comme on l'a dit, et il s'engouffre dans une brèche qui est tendue pendant la crise, là, aujourd'hui. Il va vendre un système qui est mort dans le film depuis, tu vois, que Macron nous a vendu il y a 10 ans. Donc on a vu qu'il a échoué. Donc il faut le laisser faire. Là, il fait n'importe quoi. Il va descendre sous les 5%. C'est intéressant parce que le gars, ce qu'il fait est intelligent par rapport au capitalisme, par rapport au soutien qu'il peut avoir du capitalisme, même si c'est anachronique. Parce que si vous voulez, le problème des retraites par répartition pour les capitalistes, c'est que c'est de l'argent qui ne passe pas par le privé. C'est-à-dire c'est de l'argent qui est directement cotisé, réinvesti dans l'assurance chômage, dans la sécurité sociale, dans les retraites. Enfin, en fait, vous avez cette problématique que s'il n'y avait pas ces cotisations sociales,
fameuse charge qu'ils appellent tout le temps charge, comme si c'était quelque chose qui pesait juste sur le travail sans servir à rien, alors que ça vous permet d'être soigné, d'avoir une retraite, si vous avez un accident du travail, d'être payé, enfin voilà. Ces fameuses cotisations sociales, eux, ils aimeraient bien que ça passe par des entreprises privées, que des actionnaires puissent gratter, je sais pas, 15% sur le fait que vous cotisiez pour votre retraite sur un fonds privé, soumis en plus aux aléas de la bourse, du marché et tout ça. Et c'est ça vraiment qui est insupportable pour eux. Et la réalité, c'est qu'ils préféreraient que vous partiez à 60 ans en ayant mis votre argent pendant des années sur des fonds privés où ils gagnent 15% tous les ans dessus, plutôt que vous partiez à 64 sans que ça passe jamais par de l'argent privé. Donc leur déconstruction du système public, il est pour aboutir à ce système par capitalisation, et c'est ce que lui propose directement. La réalité, c'est qu'augmenter le niveau des retraites, alors ça leur permet quand même parfois de se dire que s'ils augmentent l'âge de départ à la retraite, va y avoir peut-être plus de personnes qui vont adhérer déjà à des assurances privées, à des systèmes par capitalisation. Ça favorise déjà en fait un petit peu le privé, mais beaucoup moins que si on cassait complètement le principe de la sécurité sociale, des cotisations sociales, pour le faire en mode privé direct. Ouais. Parce qu'à la fin, clairement, ce qu'ils veulent éviter, c'est de payer pour la collectivité. C'est ça le capital à la fin. Il se pose même pas la question, on parlait de l'abstraction, le capital il se pose même pas la question du débouché politique, de l'articulation des retraites. Lui il dit, c'est Amixem là, moi voilà, je produis 100, dans ma tête de fétichiste de la marchandise, j'ai l'impression d'avoir produit 100 en valeur, et en fait je touche dans mon entreprise que 30 ou 40 après les impôts, après les salaires, après les charges, après les cotisations. C'est juste ça. C'est pour ça qu'ils détricotent l'État social. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont en crise de plus-value. Ils ne sont plus capables de fabriquer de la plus-value. C'est la baisse tendancielle du taux de profit. Et donc, ils regardent là où ça sort et que c'est pas pour eux, quoi. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle toujours de changer le mode de cotisation pour pas qu'on ait l'impression qu'en fait, c'est au bon vouloir du patron ou alors c'est pris sur votre salaire. En fait, il faudrait directement faire cette division, voire il faudra abolir le capital, mais même entre-temps, on pourrait directement abolir cette division a posteriori d'argent qui va d'abord à l'entreprise, puis qui après est donné sur une fiche de paye, puis après il y a une partie de la fiche de paye qui part sur des cotisations sociales. Donc on a l'impression qu'on vous détricote une partie de la valeur que vous pourriez avoir directement en poche. Non, il faut que au moment où une marchandise est vendue, il y ait directement une part, par exemple, qui parte pour la sécurité sociale. C'est-à-dire une part qui n'appartient ni à l'entreprise, ni à l'actionnaire, ni aux salariés, et qui part pour la solidarité collective, tu vois. Ça, ce serait déjà beaucoup plus communiste parce que ce serait des cotisations collectives et pas des cotisations individuelles. Donc on n'aurait pas l'impression que moi, individu, si on m'augmente, en fait, on augmente aussi mes cotisations et c'est dégueulasse parce que je comprends pas pourquoi, blabla. Enfin, ce serait une cotisation collective de dès qu'on crée de la valeur. C'est-à-dire que dès qu'on récupère de la valeur à partir d'une marchandise, eh bien, il y a une partie de cette valeur qui sert à payer pour nos aînés, qui sert à payer pour les gens qui sont malades, qui sert à payer pour les accidents du travail, pour la CAF et tout ça. Et ça éviterait aussi de faire croire au patron que c'est lui qui donne l'argent. Non, c'est la valeur est créée par les travailleurs et une partie est cotisée directement, tu vois. C'est ça. Ça, ce serait beaucoup plus intéressant comme système. Hein. C'est une proposition, tu le sais, tu me fais une passe D du programme que nous vendrons de la brèche. Mais c'est qu'en plus, il y a, comme tu dis... Ils veulent vendre, bravo. Mais tu sais que c'est une siège... Bah bien sûr, surtout dans la boutiquerie. Mais surtout, tu sais, genre, ce que tu dis là, c'est effectivement de transformer toutes les cotisations en une contribution sur la valeur ajoutée généralisée. Tu sais que la part, justement, ça c'est qui est intéressant, la part du capital et du travail se sont éloignés de 15% entre les années 50-60 et puis aujourd'hui. C'est-à-dire de dire, à l'époque, le travail représentait tant de la valeur ajoutée par rapport au capital. Là, l'idée, ce serait de dire, oui, maintenant, en fait, on va prendre les bilans des entreprises et on va mettre une contribution généralisée à hauteur de 15 pour certains, 20 pour d'autres, 5 pour d'autres, pour maintenir le taux de contribution sociale, travail plus cotisation, autour de 75. 80, on peut mettre la barre où on veut, tu vois ce que je veux dire, de le ramener à 75. Et de dire, une entreprise qui, elle, fait des surprofits et a ramené le travail dans son bilan à 40%, elle, on lui prend 30 ou 35. Voilà, on lui prend 30 ou 35 de sa valeur ajoutée. Et ça va dans des caisses générales. Et comme tu dis, là, en plus, on n'est même plus... L'individualisation, elle est plus déjà monétaire, comme tu viens de le dire, puis elle est plus j'ai mes trimestres, etc. Non, avec ça... On fait en sorte que tout le monde parte à 60 et que même si vous n'avez pas vos trimestres, vous partez à 60 et que si vous avez une vie compliquée, que vous n'avez pas pu travailler, vous savez que vous pouvez avoir une retraite à un niveau digne, vous savez que vous pouvez... Tu vois, on sort de
cette idée de moi j'ai cotisé, moi j'ai mes trimestres, moi regardez en bas de ma page ce qu'on m'a pris, voilà. C'est-à-dire cette libéralisation du salaire, on en fait une production collective. Ça c'est vraiment très très important de penser la contribution généralisée et totalement socialisée sur la valeur ajoutée. Ouais. Tu vois, ils m'applaudissent. Tellement ils trouvent ça encore mieux que ce qu'a fait Attal. On est applaudi par le public d'Attal. Ce que nous voulons, ce que je propose. Juste regarde le titre. Le titre, c'est résorber notre déficit en 10 ans. Le gars, c'est François Fillon, quoi. Le mec est anachronique. C'est François Fillon 2017, c'est débile. Mais surtout que ces gens-là, t'es Emmanuel Bompard. Tu vois ça. T'es mort de rire. Tu te dis, les gars, juste. En fait, on vous a donné les clés de la boutique pendant 10 ans. Vous avez creusé des déficits comme personne et vous venez nous dire que vous allez le résorber en 10 ans. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un gars, tu lui as donné les clés de ton club de foot, il t'a fait descendre en Ligue 2, il a fait le pire jeu possible et imaginable et il revient te voir et il dit si tu me re-signes, dans 5 ans je gagne la Ligue des Champions. Eh ben oui, mais non, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Comment on peut faire confiance à ces gens-là ? C'est littéralement les politiques dont il parle, lui-même à la gouverne, soutien de Macron et tout, qui en 10 ans ont... Comment dire ? Mais en plus, je vais même être gentil avec eux, sans le vouloir. Ils étaient persuadés qu'ils allaient résorber les déficits déjà entre 2017 et 2027. Mais comme ils ne comprennent pas l'économie politique, et qu'ils ne comprennent pas que quand ils font des politiques austéritaires, ils tarissent des forces productives qui sont déjà en crise, et ben ils vont encore moins produire de richesse et encore moins produire justement de valeur qui pourrait résorber les déficits, et ben ils aggravent les déficits. Donc je vous le dis, si vous laissez Attal, même pas 10 ans, 5 ans ou 2 ans, il va encore augmenter la dette, parce qu'il ne comprend toujours pas l'économie politique qu'il applique, quoi. C'est un système plus juste, un système plus libre, un système débarrassé de l'âge légal de départ fondé sur la seule durée de cotisation et qui protégera les plus fragiles et les carrières hachées. On y croit vraiment, ouais. On croit vraiment. Ouais, c'est un système plus juste qui protégera les plus fragiles. Ouais. C'est vraiment le principe de la capitalisation. C'est le plus libre. La liberté du renard dans le poulailler, là, c'est vraiment, effectivement, les gens qui vont pouvoir partir à la retraite sans avoir de ligne de retraite, etc., ils vont sûrement partir avec un salaire digne ou une allocation digne. Mais vraiment, tu te fous vraiment de notre gueule. Ouais, il y a des gens pauvres, smicards toute leur vie, qui vont pouvoir partir à 55 ans parce qu'ils ont envie avec 2000 nets. En plus, ça sert à quoi de faire ça ? Je veux dire que les gens pauvres, ils votent pas pour lui de toute façon. Ils devraient dire ouais, c'est pas normal que quelqu'un qui cotise beaucoup, machin, à la fin il ait une petite retraite. Parce que en fait, c'est ça son truc, c'est de permettre à des gens qui gagnent peut-être un peu plus de partir avec peut-être des plus grosses retraites parce qu'ils ont capitalisé et parce qu'ils payent pas pour les plus petites retraites. Je pense que c'est ça dans sa tête, c'est d'augmenter les écarts salariaux au mérite, le truc de libéral, tu vois. À la fin, ça marche pas. Qui va pas nous faire croire que c'est pour les gens qui ont des carrières hachées et qui justement ne pourront pas capitaliser et qui vont être complètement paupérisés par sa stratégie, c'est sûr et certain. Mais ça fait ce qu'on a dit tout à l'heure, tu sais, il parle à la classe là. Aux gens, je te dis, qui sont à 55, 50 ans, qui sont massifs et qui disent tu sais, puisque tout va mal, chacun sa gueule. Et les mecs qui disent chacun sa gueule, c'est déjà des gars qu'on en plein, tu vois. Personne dit chacun sa gueule, on verra qui mange le plus longtemps. En général, c'est des types qui ont les placards remplis, tu vois. Sinon, ça a pas de sens, quoi, tu vois. Donc là, il parle à ce noyau-là. Si tu veux, vu la config que nous, on annonce depuis 1 an, j'ai envie de flexer un peu, mais bon, je vais me retenir, mais d'une atteinte du 2e tour très très bas. Il se dit, peut-être avec 15-16, tu vois, en allant resserrer autour du macronisme zinzin, c'est-à-dire les retraités, les 4 subs qui ont encore la maison à l'île de Ré et qui se disent les Français veulent plus bosser, tu peux faire 15-16 tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il se dit qu'il va se centrer là-dessus. Gérard, retraité à 7 000 € net, avec un secondaire à Lacano, tu vois, c'est vraiment ça son électorat. C'est ça. L'électorat visé par Kluckmann aussi, c'est ça, le même. C'est pour ça que les deux en même temps, on n'y croit pas trop, quoi. Il va falloir choisir. Rafa ou Gabi, il faut choisir. J'aime bien ce gars, il est un peu disruptif, mais... il dit des trucs qu'on attend depuis toujours. Bah oui, Mireille. Tu sais qui me rappelle, Mireille ? Il me rappelle Alain Madelin, tu te souviens ? Madelin. Tu sais, c'est les gens qui disent... J'ai voté Madelin en 95, et en 2002, il avait raison avant tout le monde. Hein ? On parle de Javier Milei, mais Madelin, il avait raison. Une part de capitalisation. Un système résolument tourné vers l'avenir. Et pour cette capitalisation... Alors, une part de capitalisation pour vous dire, à la fin,
Ça va être tout c'est vraiment capitalisation. le loup de la bergerie. Hein. Ah là, tu mets le doigt dedans et après tu dis ouais, comment ça se fait que une part de capitalisation quoi. C'est genre c'est comme si Le il y a gars quelqu'un qui tourné va vers dire, l'avenir. Ouais, genre t'as BlackRock qui gère ta retraite, mais t'inquiète, c'est tourné vers l'avenir. Mais c'est quoi ce délire? imaginez il y a un gars, vous allez au marché et il vous dit mais ce plat préparé là il est bon. Il y a une part de bon et une part de merde. Tu vois, c'est vraiment et vous vous dites ouais bah du coup, je vais le prendre quand même. Non, une part de merde fait que c'est un plat de merde. Vous voyez, donc une part de capitalisation fait que c'est un modèle de merde. Voilà, c'est. Je propose que l'État verse 1 000 € à chaque naissance de chaque enfant français sur un compte bloqué, un compte au nom du nouveau-né. Français, hein. Que sa famille Ouais, c'est ça. T'inquiète C'est- pas, il y a le petit Doug Wilson. Hein. Non, mais en plus de ça, ça sert à quoi? Genre, le mec te fait les poches et à la fin, il verse 1 000 € sur un compte bloqué qui, au final, aura pris une inflation. Tu sais, quand le gamin aura 18 ans, fait que ça servira à rien qu'il ait Ça. l'équivalent, je sais pas, de 700 €. Et à côté de ça, le gars, il devra se payer lui-même ses soins, il devra se payer lui-même sa retraite et tout. Puis c'est quoi cette mentalité de je donne à un individu? Ben là, vraiment, on est en train de tuer, tu vois, l'esprit solidaire. Tu sais, tu veux fabriquer des jeunesses italiennes, là, qui disent papa, ça a pris combien mon compte bloqué d'Atal, là, que j'ai touché? Est-ce que je peux le mettre en part actionnariale ou pas? Tu vois, mais vraiment, on veut fabriquer des petits libéraux, mais c'est une horreur de faire ça. Justement, il reste un endroit, l'amitié, la famille, la solidarité concrète entre les individus où justement c'est pas monétisé, marchandisé. Là, les mecs ils veulent fabriquer des petits marchands au berceau. Ça pour moi c'est du totalitarisme. Moi, Dieu sait que je déteste, mais ça c'est du totalitarisme. C'est les jeunesses italiennes là, c'est une horreur quoi. La famille pourra abonder en défiscalisant un compte qui va prospérer tout au long de sa carrière, qu'il pourra toucher à sa retraite et en Toucher à sa retraite. Non, La mais retraite? Quoi? Genre t'as 1 000 € à la naissance, je pensais que tu pouvais le toucher à 18 ans, genre tu peux le toucher genre à 72 ans, tu vois? C'est quoi ces conneries, putain, le mec? Remarque, ça engage à rien sa proposition parce qu'il sera mort quand les gens toucheront l'argent, quoi. Bah non, mais en fait, il veut. En fait, il veut faire un petit bond du trésor, tu vois ce que je veux dire, pour pouvoir piocher dedans. Tu vois, il veut capitaliser, tu vois, pour pouvoir enlever des cotisations en disant ah bah nous, il y a le fonds des mecs du bloqué sur lequel on va prendre de l'argent. Enfin, c'est comme ils font avec les livrets A et tout. Ouais, c'est quoi ce délire, quoi? Le délire complet, quoi. en attendant que nous aurons pu Non, mais t'imagines juste, nous on travaille sur le programme, on l'a dit, on essaie d'avoir des propositions générales et les mecs ils font des brainstorms, des PowerPoint pour dire on donne 1000 balles à tous les enfants. Ah, tu sais, 1000 balles, il y a combien de. Toi qui es dans la. Peut-être tu sais pas ça, mais je crois il y a combien 600 000 naissances par an, un truc comme ça? Un truc comme ça, ouais. Ouais, 600 000. Donc ça va faire 600 millions d'euros, tu vois. Ouais, en 5-6 ans, ouais, ils font un petit. Ouais, ils vont pouvoir colmater des brèches en pompant dans ce fond-là, enfin n'importe quoi. Et toi, t'auras les yeux rivés dessus, là, comme un petit libéral. Oh, putain, plus que 56 ans avant que je puisse toucher mes 1200 balles. pu investir pendant des décennies dans l'économie, dans l'innovation et dans le Ah, tu futur vois, de c'est notre ça. pays. Ça, c'est ça. Il veut utiliser ça pour, soi-disant, un petit compte épargne de l'État. Une petite. Ouais, comme les livrets A et tout, pour pouvoir piocher dedans. Au lieu de faire ce que nous on propose, c'est-à-dire nationaliser massivement le crédit et distribuer justement aux forces productives qui en ont besoin du crédit à 0% et tout, que ce soit des particuliers ou des entreprises publiques et tout. Juste, il y a eu un rapport de l'OCDE récemment qui montre que c'est ce que fait la Chine et que les pays de l'OCDE, du coup. voilà, et les pays de l'OCDE trouvent que c'est de la concurrence déloyale d'offrir des crédits à taux faible par rapport au monde libéral qui, eux, ont des crédits de fou. Ils sont en train de comprendre que leur système est délirant, que la prédation financière est en train de tuer leur société, mais ils accusent les autres de développer les forces productives. Ils disent « Ouais, ils ont trop de robots, ils ont pas assez de famine, ils ont pas assez de pénurie, mais c'est pas normal parce que du coup, c'est à cause de crédits privés. » Bah oui, la Chine est en train de faire ce que nous, on propose, de la MMT et de la distribution de crédits socialisés aux entreprises nationalisées pour pouvoir développer les Ceux qui forces connaissent pas la productives. MMT, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de Position Revue, une vieille vidéo sur la MMT. Il y en a 3 même. Et ouais, et tu vois, Olivier Faure, lui, il est parti à Taïwan pour s'inspirer d'un autre modèle un peu parce que seule Chine deux modèles et deux systèmes, et lui, il préfère le deuxième système. C'est ça. Alors on finit avec ce TikTok.
On va voir un petit peu à quoi ressemble l'électorat de Macron. Alors là, c'est même pas l'électorat, c'est les gens qui vont à sa conférence. Donc c'est vraiment l'électorat le plus zinzin, tu vois. C'est vraiment le public un peu fan club, quoi. Donc on va voir, d'après vous, est-ce que c'est des mères de plusieurs enfants solo qui vont faire des ménages le matin et qui sont racisés, ou est-ce que c'est Mireille et son appartement locatif à Lacanau? On va voir. J'adhère pas, voilà. Alors moi, Edouard Philippe, je le trouve. Alors, Emmanuel Macron, elle adhère pas, elle adhère à Attal. Donc déjà... Ouais, c'est différent. Ouais. Déjà. Le gars, il dit je suis pas nazi, Hitler, j'aime pas. Himmler, c'est pas mal. Himmler, Mais Goebbels, très très bon. Petit Hitler, ange. j'adhère pas. Hitler va trop loin. Voilà. À moins d'un an de l'élection Il a des vieilles radicalisées, la meuf a dit Edouard Philippe est trop mou. Genre, c'est le truc de PC, c'est le gars, il fait la retraite à 67 ans. Il dit il est trop mou, moi c'est Gabi. Et c'est ce qu'on avait vu, tu sais, Gabi avec Zoé quand on a fait le lancement de sa campagne. Il est vraiment à fond à droite. Et on sait pas, il se met à droite. Je sais pas, il se met dans l'ISNAR. Et oui, les gens se sont dit c'est un gauchiste en fait, Edouard Philippe. C'est vraiment un gauchiste, quoi. Il incarne autre chose et de toute façon c'est autre chose. C'est deux personnes complètement différentes. On n'est pas Gabriel Attal n'est pas Emmanuel Macron. Tu sens que Je vois trop les insoumis faire ça, à dire non mais Emmanuel Bompard ça n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon, c'est deux personnes totalement différentes et tout, le foutage de gueule intégral. Ce mec a été ministre, premier ministre, secrétaire d'État, porte-parole, il dirigeait le mouvement de jeunesse, maintenant il dirige le mouvement du gars. Il te dit ça n'a rien à voir. Et tu sais, on dirait le boutiquier qui dit... Et ça, entre celui-là là, qui a 10 francs et celui-là qui a 5 francs, c'est... Enfin, putain, je suis tellement vieux que je parle en francs, quoi. Mais vraiment n'importe quoi. C'est quoi ce gars, quoi? Bref. J'ai même pas fait exprès. Mais celui-là qui a 5 euros et celui-là qui a 10 euros, c'est quoi la différence? Et là, tu vois, tu te dis, mais il n'y a pas de différence, ça. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Celui à 10 euros, c'est vraiment... Il est haut de gamme. Oui, mais il fait le même poids, c'est la même origine, il a été pêché pareil. Ouais, mais vraiment, faites-moi confiance, ça n'a rien à voir. Oui, mais ce qu'on aimerait, c'est de nous expliquer pourquoi ça n'a rien à voir, parce que là, j'arrive pas à me représenter le truc, tu vois. Attends, là, ce gars-là, d'après toi, il fait quoi dans la vie, là? Mais c'est pas Mathias Vargon. Putain, on dirait Mathias Non, Vargon. on croirait Mathias Vargon, mais là, il s'appelle Emmanuel, j'imagine, donc 56 ans, et il fait quoi? Mais les médecins, je reste sur mon sosie Mathias Vargon. Non, c'est quoi l'électorat Macron de base? Ouais, 4 sup, financier ou... Non, il y a des gens plus pauvres, mais qui votent pour lui par matrixage idéologique. Que des 4 sup. Il est pas retraité. Non, 56 ans, il est pas retraité. Non, je sais pas, vas-y, dis-moi. Vas-y, là, tu vas voir. Je te laisse découvrir. Je pense que les convictions sont les mêmes au départ. Oh là 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 là. Enseignant, let's go. Il en reste. Lui, c'est le gars qui dit ah non, mais là, la robe est un peu longue et tout. C'est sûr que c'est pas une abaya et tout. Ah bah lui, c'est même sûr. C'est sûr qu'il vient de voir et qu'il dit tu serais pas plus jolie si tu montrais tes genoux. Tu vois, vraiment, c'est le prof gênant, quoi. Vraiment. Putain, il en reste encore, parce que, tu vois, on se moque souvent des enseignants qui ont voté Macron en masse en 2017, c'est une dinguerie. Mais, si tu veux, il se croit encore de gauche. Les enseignants ont adoré le NFP, tu vois. Ils ont adoré ça, l'unité de la gauche, et puis on voyait pas trop Mélenchon. C'était bien, on l'a mis de côté. Marine Tondelier, j'adore, tu vois. Mais il en reste encore chez Macron Attal, quoi. Oh, la folie des enseignants. Pour moi, il est enseignant dans le privé. Après, peut-être beaucoup plus d'envie aujourd'hui. Emmanuel Macron il a quand même pas mal souffert pendant ces 10 dernières années, donc lui est peut-être un peu plus frais, ouais. Non, l'analyse politique du mec, il dit c'est le même gars, mais il est plus jeune, quoi. Genre... Mais ces gars-là, tu vois, 56 ans, enseignant... Il a touché, tu vois, les grades, machin. Il tourne là peut-être autour de, je sais pas, peut-être de 3000, tu vois. Il a la petite maison, comme tu dis, au bord de la mer. Il prévoit sa retraite. Lui, c'est vraiment conservateur absolu. Ces gens-là, ils vivent du système. Il dit Charlie Hebdo en disant qu'il est de gauche. c'est ça. Et qui dit... tireur. Voilà. Moi, l'ancien Mélenchon, j'adorais, mais il a trop changé. Il s'est wokisé, il s'est devenu un indigéniste.
Vous pensez qu'il doit justement marquer cette différence avec Emmanuel Macron ou s'inscrire dans son prolongement? Non, je pense qu'il faut être fier je pense qu'il faut être fier de l'inventaire, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Oh là 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 là. Mais putain, mais moi j'ai un collègue comme ça, je suis enseignant. C'est enseignant, 28 ans, je touche un salaire de merde, j'ai pas été formé et tout. Et il y a ce gars-là, mais putain, j'ai envie de le tarder. Eh oui. Et nous on le dit, on parle de génération, tu vois, c'est là. Nous, on le dit, le premier taf des militants, c'est d'être militant dans sa vie quotidienne. On parlait des papis-mamies, là, tout à l'heure, des tontons, tatates, frères, sœurs. Mais alors, les collègues, lui, là, vous le laissez pas parler à la machine à café, lui. Vous arrêtez de le laisser parler. Il faut le bully d'être un macroniste en 2026 et de dire l'inventaire. Tu sais, de dire, c'était toi, Emmanuel, là, qu'on a vu sur TikTok, là, sur le Huffington Post et tout, là, qui dit que Macron, c'est bien. Tu veux qu'on regarde un petit peu tout ce qu'il a fait depuis 10 ans? Faut pas le laisser passer, lui. C'est là-dessus. Il y a eu pas mal de déboires, il y a eu des problèmes, il y a eu quelques erreurs de communication, mais en général, je pense que le bilan sera positif. En tout cas, on se rendra vite compte. Emmanuel Macron. Il fait une Georges Marchais sur l'URSS, le gars, il dit bilan d'Emmanuel Macron, globalement positif. Alors que l'URSS a été quand même moins grave pour l'humanité que Emmanuel Macron. Enfin, à mon sens. Rien à voir. À mon sens. Moi, je le pense vraiment globalement. Moi aussi. Non, mais en plus, tu vois, là, typiquement, ces gens-là. Anne-Florence, putain, elle s'appelle Anne-Florence. Qu'est-ce que c'est bon? Anne-Florence, 63 ans, mais la sociologie est la science la plus dure. C'est vraiment incroyable. Anne-Florence, 63 ans. Emmanuel Macron, j'adhère pas. Les enseignants de 56 ans, là, vous pouvez les tuer. Alors, si vous êtes jeune enseignant. Voilà, c'est ça, vous pouvez gagner un débat, mais surtout pour vos autres collègues, parce que là, vraiment, laissez pas passer. Là, il parle avec ses intérêts de classe, donc il parle tout seul devant un micro, personne vient lui dire la contradiction. Mais là, vous dites le bilan de Macron, bah voyez, prenons l'enrichissement des plus grandes fortunes de France, prenons la stagnation des salaires, prenons la dette. Tiens, même allons chercher Macron, ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce que lui voulait faire. Résoudre la dette, refaire de la France une grande puissance, tout paravolo. La dette est plus haute, la France baisse dans les indicateurs PISA, éducation, même si on peut faire plein de critiques là-dessus, etc. Mais dans tous les trucs néolibéraux qui sont, comme il dit lui, ces KPI là, tu vois, ces indicateurs clés là, dans tous ces trucs-là, il a échoué. C'est même pas à l'échelle du communisme, nous on n'attendait rien. À l'échelle du néolibéralisme, il a échoué dans tous les indicateurs qu'il voulait faire grimper. Donc normalement, vous le dégagez, quoi. J'adhère pas, voilà. Manuel, c'est la meuf un meeting d'Attal en disant, moi, j'ai jamais été macroniste, j'adhère pas. Vraiment. J'adhère pas, mais elle a voté pour lui 3 fois. Et ça se trouve, c'est même pas vrai. Ça se trouve, elle a voté Yannick Jadot. Tu vois, c'est genre, c'est le niveau de fausse conscience de ces gens, quoi. Monsieur Attal est beaucoup plus jeune, plus ouvert d'esprit pour plein de choses, plus dynamique. La personnalité, le contact. Ah, mais c'est genre le droit de vote, bordel. C'est quoi ce bordel? Tu vois, Attal et Bardella, ça va friter sur cette histoire de jeunes. On va se rendre compte que cette idée est bidon. Voilà. Et Bardella va en souffrir. Je ne parle pas d'elle, parce que voilà, je ne connais pas sa vie. Mais c'est le sociotype des meufs qui vont faire du tourisme sexuel en Amérique du Sud, tu vois. Tu trouves pas? C'est le sociotype de la meuf qui va à Haïti. Qui dit, j'ai rencontré un homme, bon, il a 25 ans et tout. Et je parle pas d'elle, tu vois, mais... J'ai recraché de l'eau par le nez parce que je l'ai vu sur une plage avec un Haïtien. Mais non, mais c'est trop ça, tu sais, genre elle a divorcé, puis j'ai fait 6 mois à Haïti, machin, Eduardo est très gentil. Mais tu dis un truc très cool, très vrai, parce que en plus ces gens-là, ça leur permet d'être les pires salopards en France sur retirer des allocations chômage, de la retraite aux gens. Parce qu'ils s'inventent le fait que j'ai vu ce que c'était à Haïti, je vis avec Eduardo, tu vois, et eux, franchement, ils ont vraiment rien, ils se plaignent pas. Nous, on est des privilégiés en France. Tu vois, vraiment, c'est ces gens-là en mode leur tourisme, leur mentalité exotique, impérialiste, culturaliste, même coloniale, tu vois, leur permet d'être les pires salopards sur les allocations en France parce qu'ils se disent regardez, à Haïti on vit avec $3 par jour, quoi, tu vois, enfin vraiment c'est on vit bien avec $3 par jour. On vit bien, bah oui, toi tu vis bien, t'as 10 fois le salaire moyen, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours aux autres qu'il faut l'appliquer, ça. C'est toujours les gens qui veulent réduire les trucs, ils se les appliquent jamais eux. Ils disent jamais pas dû.
j'ai regardé mes comptes, mais j'ai tellement d'argent. J'ai tellement d'argent. Est-ce que je peux te faire un virement permanent de 3 000 € tous les mois? Parce que sinon, je vais pas y arriver, quoi. Tu vois, enfin, vraiment, c'est... Les gens autour de lui, il a un capital sympathique qui est important aussi. Et puis du renouveau, du changement, enfin je sais pas quel nom. Du renouveau. Oh là, c'est vraiment, on croirait du troll, hein. On croirait du troll, on croirait les guignols de l'info. Donné, mais autre chose. Voilà. Je le trouve plus proche des gens, plus humain. Expert sensoriel, c'est quoi expert sensoriel? C'est quoi comme boulot, putain? Mais non, mais c'est tout le bullshit néolibéral. Là. Non mais moi, moi je suis psychiatre et psychiatre, tu vois, donc je vois plein de gens qui viennent avec des problématiques et qui me disent, déjà je découvre parfois des métiers que je connais pas, tu sais, un peu pseudo-scientifiques et tout, mais je ne connais pas expert sensoriel, je ne sais pas ce que c'est comme métier. Je pense à un truc en rapport avec la sensorialité. Moi, je connais ergothérapeute, je connais psychomotricien, je connais des kinés, tu vois, je connais kinésiologue, mais je connais pas expert sensoriel. C'est quoi un expert sensoriel? Mais ça, c'est, tu vois, genre, quand on parle des auto-entrepreneurs, c'est des gens qui ont pullulé grâce à Macron, qui a créé des lois libérales. On parlait du programme La Brèche, je vous le dis clairement, nous, on arrive au pouvoir, vous voulez reprendre le pouvoir, le statut d'auto-entrepreneur, il disparaît dans les 15 jours, quoi. Vraiment, c'est... Et donc, ça fabrique tout un tas, là, de petits trucs de gens qui veulent travailler chez eux. Souvent, c'est des femmes de mecs, tu vois, très riches, qui développent leur petite activité parce que les enfants sont à l'école et qu'elles se font chier et qu'elles ont payé une femme de ménage, tu vois, donc elles n'ont pas grand-chose à foutre à la maison. Tu vois, donc elles inventent des trucs auto-entrepreneurs. Ouais, j'ai monté ma boîte, je te donne ma carte. Et donc, tu fais quoi? Je suis expert sensoriel. En fait, je viens chez toi. Moi, je pense que c'est ça, expert sensoriel, mais j'y connais rien. Je viens chez toi et je me rends compte, par exemple, tu vois, tes meubles sont très beaux, mais ils ne recouvrent pas l'intégralité de nos 5 sens. Et par exemple, ce canapé-là, tu peux garder la même esthétique, mais tu vas changer le duvet, tu vas changer les choses pour qu'il soit aussi harmonieux avec le toucher. On garde l'esthétique, mais on va rajouter du toucher, on va rajouter de l'odeur, on va rajouter une musique d'ambiance. Et tout ça, ça va agrémenter ton salon. C'est combien à la fin, comment elle s'appelle, Anna. À la fin, c'est 83 000 €. Hein, donc, il y a 60 000 pour il y a 60 000 pour les meubles, puis il y a 23 000, c'est pour la presta, quoi. Voilà. Vraiment, mais vraiment, faut en finir avec eux. Surtout une question de personnalité, alors? Ouais, tout à fait. Pour travailler en équipe. Les politiques, pour une question de personnalité, ils sont insupportables, ces gens, tu vois. C'est Professeur de Pilates. Regarde ça. Oh, le Pilates, c'est le sport le plus proche du monde, c'est trop. Et les mecs, franchement, ils ont reproché à Glucksmann sa note bidon paria, alors qu'en fait, tout est vrai. Il suffit de faire un micro-trottoir dans les travées. Et je dis, Huffington Post ou qui vous voulez, il y a le 13 juin, là, alors vous venez chez nous là, voir la projection, un film incroyable sur l'impérialisme et Cuba. Mais il y a le meeting de Glucksmann, je suis sûr que vous pouvez faire le même niveau de gens. Ça se trouve, il y aura les mêmes personnes parce qu'ils vont essayer de se faire un choix éclairé. Pas du, tu sais, entre Glucksmann et Attal parce qu'ils trouvent que les deux ont les mêmes ressorts. Professeur de Pilates, c'est vraiment aussi le lore pays du monde, machin. Moi, j'aime bien voyager, blabla. Tu sais, en plus, t'as tout. T'es auto-entrepreneur, t'es ouvert, t'es dans le bien-être et en même temps t'es dans le, tu vois, genre prendre soin de son corps. Ah, ouais, vraiment, c'est fini, quoi. Ça aurait été plus drôle de marquer coach en Pilates. Ouais, mais coach, ouais, c'est ça. Peut-être que c'est ce qu'elle est, hein, mais Huffington Post c'est trop tradit, ils ont mis professeur. Et peut-être il a l'expérience de tout le vote qui était passé pendant cette période et il fera différemment. On espère en tout cas. Et les différences avec Édouard Philippe, vous les voyez? T'emploies un gars, c'est un mauvais joueur de foot et tu dis ouais, peut-être qu'il a l'expérience de tous les matchs qu'il a perdu en fait, donc il va être bon. C'est ok, super, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est ça, tu dis ouais. C'est un argument que le mec il fait de la merde pendant 10 ans. Tu dis ouais, c'est n'importe quoi. C'est Jérémy Toulalan, l'équipe de France. Il a jamais fait une passe devant lui. Il fait que des passes au défenseur central, mais il est là depuis 10 ans. Ouais, ça c'est Domenech, quoi. Domenech, il a de l'expérience en foot. Hein. Mais comme dirait Cantona, ça reste le pire entraîneur de l'équipe de France depuis Louis XVI. Hein, donc c'est quand même pas rien. Ah oui, là celle-là on les voit, oui. Je pense qu'Édouard Philippe est un des principaux responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Entre la réforme, l'âge pivot dans la réforme des retraites, les 80 km/h sur lesquels il n'a pas voulu. Ce qui est marrant, c'est que les gars ils sont pro-Attal. Et anti-Philippe, mais
C'est pour ça que improbable, hein. C'est C'est vraiment pour- des mecs matrixés. Hein. c'est pour ça que je vous dis que cette élection elle va être incroyable et que vous allez voir. Mais on le voit, la prophétie se dessiner. Les deux vont exploser parce qu'ils vont se faire une concurrence fratricide. Et à la fin, ils pourront pas se ranger l'un derrière l'autre. Il n'a pas voulu sortir, c'est compliqué. Après, Gabriel Attal, je pense qu'il a un peu plus de liberté qu'Edouard Philippe aussi, par rapport au parti en tout cas. Alors moi, Edouard Philippe, je le Par rapport au parti, mais ils ont littéralement Ils sont pas dans chacun le même leur. parti. Ils sont tous les deux chefs d'un parti. Regardez le niveau de connaissance et de conscience politique des gens qui se Non, déplacent au meeting. Regarde la d'Attal. prochaine Cathy, retraitée, 77 ans, ça se rend, le public est trop bien. Cathy. Elle, tu peux refaire ses votes depuis 1983 sans te tromper, tu sais, genre. Cathy, Elle a voté Mitterrand 81, Mitterrand non. 88. Non, elle a voté, je vais te dire, moi, Cathy, elle a voté Giscard en 74. Elle a voté Chirac parce qu'elle a trouvé que Giscard était trop à gauche elle a voté Chirac en 81, Chirac en 88, Chirac en 95. C'est vraiment, voilà, elle a voté. Elle est capable d'avoir voté en 2002 Madeleine, tu vois, c'est genre pour sanctionner Chirac qui était trop à gauche. Tu vois, Tu penses qu'elle a pas à un moment donné. Tu penses que c'est pas le genre de meuf insupportable qui te dit ouais, moi j'ai voté pour Mitterrand, c'était la dragueuse, blabla, mais ça c'est pas dé- possible et tout. Faudrait voir à ses retraités de quoi. Faudrait voir à ses Ouais, retraités faudrait de voir quoi. sa classe sociale. En fait, je trouve qu'il ne peut pas soulever l'enthousiasme. C'est vrai qu'ils sont très proches tous les deux, mais même l'histoire de Gabriel Attal, ça m'a un peu ému. Et du coup, sa jeunesse. Hyper sensoriel. Sa jeunesse, mais ils sont insupportables. Ils connaissent l'histoire de Gabriel Attal. C'est un gars, c'est un putain de Bourges qui allait dans toutes les écoles de Bourges et tout, qui a fait Sciences Po. En quoi il a une histoire touchante. T'as l'impression que le mec, il a traversé la Méditerranée C'est sur, ça, sur un sans bateau. les bras. Non, mais c'est trop ça. Si vous savez pas, allez voir les biographies. Faudra qu'on fasse des shorts de ça. Les biographies de Dr Zoé. Elle a fait la biographie dans la dernière capsule Attal. Vous allez voir, son histoire n'est pas touchante du tout. Voilà. Aussi son dynamisme. Et il a souvent des mots qui parlent aux gens. Il est optimiste, ça fait du bien, quoi. Et vous aimeriez un ralliement de l'un à l'autre? C'est important. Tu vois, ces cadres, ces classes un peu supérieures, en fait, toute la journée, eux, ils pensent avoir une activité, ils peuvent avoir une activité de structuration de la société qui peut être progressiste, sauf qu'en fait, ils subissent la crise et donc du coup, toute la journée, en fait, ils tapent sur les mecs en dessous d'eux pour essayer de redresser le bateau, pour essayer de dire qu'en fait, ah, ça, on va pas pouvoir le faire, ah bah non, ça, cette meuf, on va pas pouvoir l'employer, on va plutôt reprendre une stagiaire à la place, bah, ils font des trucs dégueulasses toute la journée. Et ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur raconte une belle histoire et qui est Ouais. optimiste. Parce que sinon, ils tiennent pas. Sinon ils voient qu'en fait, c'est des capots, tu vois. En C'est fait, factuellement, c'est des capots, tu vois. Et donc, soit ils choisissent un combat collectif de bifurcation socialiste, ça c'est possible, tu vois. Mais il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Pas non plus se taper sur les doigts, tu vois, mais genre, faut qu'ils se rendent compte de la place objective qu'ils ont dans le mode de production, tu vois. Soit ils continuent à croire que en fait, c'est les autres qui font pas d'efforts, qu'on peut continuer à faire pareil et que ça ira très bien, et puis qu'en fait, eux, s'ils sont là, c'est un peu aussi parce qu'ils ont été meilleurs que les autres. Et à ce moment-là, ils continuent dans le libéralisme à la con, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est ça. Et ils sont obligés de se raconter, oui, comme tu dis, l'équilibrage mental, là, ce que tu appelais la post-rationalisation, c'est exactement ça. Aliment, oui, je pense, pour être plus fort après. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se détestent, mais ce serait bien qu'ils se rallient l'un à l'autre. Tu vois, c'est vraiment le niveau de conscience des gars. Voilà, c'était le public de Gabriel. Voilà. C'était incroyable. Moi, je préfère ça toute la journée de regarder des gens comme ça qui sont faits et qui ne comprennent rien à la politique. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent, c'est les gens qui votent au centre ou conservateurs, c'est l'abstention des gens en haut à droite. Tu vois, en haut à droite, c'est pas bien de s'abstenir. Ça fait pas bien, c'est pas engagé, c'est pas citoyen, tu vois. C'est vraiment un truc qu'on l'a montré, nous, avec le graphique, qui est très en bas à gauche, très classe populaire, qu'on a rien à foutre, très oppositionnel, qui dit qu'ils aillent tous se faire foutre, je m'en balèque. Tu vois, donc qui est vraiment dans un espace oppositionnel. C'est pour ça que c'est un espace sociologiquement proche de Mélenchon et Le Pen. Mais eux, c'est l'abstention par le vote. Je sais pas pour qui voter, bah je vais voter pour celui qui est déjà là et qui a toujours été là. Ils ne comprennent rien à la politique, ils en parlent n'importe comment, mais tu peux être sûr qu'ils vont voter, et quand il n'y a pas de choix, bah il reste toujours le choix du plus central, du plus on connaît déjà, ça change rien. Et c'est vraiment l'abstention des gens en haut à droite, les votes Macron, Philippe et Attal. Ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est des votes comme ça d'abstentionnistes quand à peu près tout va bien. Mais la moïsation et la crise fait que les gens vont chercher de plus en plus une nouvelle solution. Et donc, on va voir que Attal et même Philippe ou Glucksmann vont apparaître comme rien de neuf, quoi. Et donc, c'est pour ça que l'espace du centre est en train de diminuer fortement et que ces débouchés politiques n'ont plus de sens. C'est justement parce que il y a de moins en moins de gens
qui veulent faire comme avant, quoi. Ouais, c'est intéressant ce rapport avec l'abstention parce que justement, on a l'impression que comme ils votent, on le dit souvent qu'ils sont très politisés, mais tu vois très bien ce qu'ils racontent qu'ils sont pas politisés. Ils sont là, ah ouais, il est beau, il est dynamique, blabla. Enfin, il y a rien derrière de très politique, tu vois. Ils écoutent juste leur instinct de classe un peu sup qui les oriente vers ça, et puis ils rationalisent comme ils peuvent en disant oui, ce qu'il fait, moi j'aime bien les mots qu'il choisit et tout ça. Enfin, c'est vraiment le fond du fond du fond de la politique. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié. On essaiera de faire ça avec d'autres. C'est bien quand il y a du micro-trottoir dans ce genre de choses, Ah ouais. parce que ça permet de se rendre compte que la sociologie est une science dure. Et ça permet, tu vois, aussi des fois on dit, on a une analyse par rapport à un candidat qui est placé sur le graphique, et puis on dit, ce candidat, il exprime ça. Mais en fait, des fois, il l'exprime pas de manière directe, il l'exprime pas lui-même. Par exemple, quand tu dis, je sais pas, le Rassemblement national est raciste. Mais il y a des gens qui vont dire oui, mais en fait, ils disent pas vraiment des trucs racistes. Alors, il y en a qui disent des trucs racistes, mais souvent, ils le disent pas vraiment frontalement, tu vois. Par contre, quand tu vas voir leur public, tu croises toujours des gars qui ont très bien compris le message raciste qui n'est pas dit explicitement tout le temps. Et les gars, ils te disent oh, non, on est là parce qu'on déteste les Arabes, on est là parce que blabla et tout. Et ça, avant, d'ailleurs, les médias bourgeois le faisaient beaucoup, tu sais, un peu genre quotidien. Ils allaient faire des micro-trottoirs dans les conférences, dans les trucs de Marine Le Pen et tout. Et ils montraient des gars qui disaient des propos racistes. En fait, c'est bien de le faire avec tous parce que là, moi, je trouve ça tout aussi ridicule, ce genre de personnes, que l'électorat RN, même si l'électorat RN, c'est plus du français blanc, de classe un peu plus basse, un peu plus rural, raciste. Et eux, c'est pas des gens racistes, c'est des gens qui se croient universels, machin, qui se croient hyper importants. Mais dans tous les cas, c'est intéressant de les voir à l'œuvre. À la fin, leurs politiques seront racistes de la même manière. Donc, mais ils en sont pas conscients, effectivement. Ils ont l'impression d'être barrage aux extrêmes. Mais il faut les voir. C'est intéressant d'ailleurs parce que le Rassemblement national essaie d'être un peu moins raciste dans les mots aujourd'hui qu'avant, alors que leur public va le dire clairement. Et là, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que Gabriel Attal va tenir des propos peut-être plus racistes que les gens qui votent pour lui. C'est ça, ce qui fait, du coup, d'ailleurs, la prophétie, tu vois. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas être racistes en votant Gabriel Attal, même si Gabriel Attal ferait des politiques racistes, tu vois. Et qui, du coup, au deuxième tour, vont voter plutôt Mélenchon que Bardella, quoi. Bon, bah c'était une bonne capsule d'approfondissement économique, sociologique. Ouais, on va conclure en vous invitant à prendre les places. C'est les dernières places, la dernière ligne droite pour venir le 13 juin, non pas au meeting de Raphaël Glucksmann, mais à la projection de notre film. Le trailer est sorti, À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste. Donc vous pouvez réserver vos places sur le lien en description. On a à la suite de ça une conférence débat avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani. Salim Lamrani qui est spécialiste de Cuba et Saïd Bouamama que vous avez déjà vu qui est un intellectuel marxiste, spécialiste de l'antiracisme et de l'anti-impérialisme et qui justement est parti à Cuba et que nous avons pu filmer. N'hésitez pas aussi à donner sur le Tipeee, à vous abonner à toutes les chaînes et à aller voir notamment les entretiens sur On ne veut plus, les articles sur Position Revue. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.